Liegbourg, nous allons maintenant traiter de la question des institutions. Eh bien, je vais vous laisser parler et pas trop intervenir dans votre propos, mais je vais vous faire jouer un rôle difficile que j'appellerais le rôle de la troisième chambre, parce que vous avez souvent dit que vous avez souvent souligné que à côté, disons, de nos deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, il fallait ouvrir en quelque sorte une chambre du futur, une troisième chambre qui serait à la fois la garante, disons, de nombreux évitements concernant la destruction de la nature ou les effets du réchauffement climatique et de bien d'autres choses encore. Alors, je donne, si je puis dire, la parole à la troisième chambre. Quel est son rôle et sa marge de manœuvre? Alors, déjà, pourquoi une troisième chambre? Parce que manifestement, les deux autres ne tiennent absolument aucun compte de nos informations scientifiques. Or, c'est vraiment dommage parce que nos informations scientifiques, à la fois, elles fonctionnent comme des prothèses sensorielles. C'est-à-dire que jusqu'à il y a peu, on ne savait rien du changement climatique. Nos sens ne nous en disaient rien. Or, une modification en cours de la possibilité de vivre sur Terre était là. Ne pas en tenir compte est catastrophique. En fait, nos connaissances scientifiques auraient pu nous donner une petite avance pour nous permettre d'anticiper et précisément d'éviter ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire, ça y est, c'est fini. On est dans une dynamique de péjoration et même de réduction physique de l'habitabilité de cette planète. Grâce à nos modèles, grâce à nos connaissances, on aurait pu agir par anticipation et éviter d'entrer dans cette période. Donc l'idée d'une troisième chambre, c'est l'idée de dire, ben voilà, nos sens ne nous disent pas tout, ils ne nous permettent pas de comprendre ce qui est en train d'arriver. Pour ça, on a besoin de certaines prothèses que sont nos connaissances scientifiques. Et il est absolument nécessaire de faire entrer ça dans la donne politique, dans le processus de décision publique, de telle sorte que le coût ne soit pas trop élevé. Je rappelle que Vers une démocratie écologique, le livre publié avec Kerry Whiteside, était publié en 2010, qui suit déjà, moi, d'autres écrits où je commençais déjà à poser ça, qui remontent à une dizaine d'années avant. Donc, et à l'époque, c'était déjà largement en avance. Hein. C'est un livre, on n'a pas compris. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde parle de troisième chambre. Enfin bon, peu importe. Et donc, c'est ça la nécessité. Alors, il faut à la fois arriver à tenir compte de ce contenu scientifique qui porte sur des choses vitales, sans pour autant donner le pouvoir aux savants, pour dire les choses de manière un peu simple. Je n'oublie pas mon grand-père, terrassier, hein, et sa dignité. Et donc, comment faire pour qu'on arrive à injecter dans la prise de décision publique des connaissances fondamentales, sans simplement et pour autant leur donner le pouvoir? Et d'ailleurs, le GIEC était très attentif. Hein. Le GIEC, il fait état d'une situation. Il ne donne pas de préconisation. Il est très attentif à la différence entre l'étape connaissance et l'étape réaction. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en tire? Ah, Donc, vous voulez dire que dans cette troisième chambre, il n'y aura pas que des experts et que des alors savants? surtout pas. Dans le Surtout pas. schéma institutionnel tel qu'il était pensé, la troisième chambre, elle n'est pas composée de scientifiques. Les scientifiques, on les met dans un organisme à l'appui qu'on appelle Académie du futur, peu importe, ça c'était l'expression de Rosan Vallon, mais qui n'est jamais revenu, mini-GIEC, etc. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est important qu'on ait un lieu où on mette à jour en permanence nos connaissances, parce que ça va très vite sur ce sujet-là, de telle sorte que les élus et les citoyens puissent les retrouver sur un portail unique, simple, et sous une forme accessible à tous. Ça, c'était notre idée. En revanche, dans la Chambre, non, justement, il y aurait la moitié, grosso modo, de citoyens lambda, peut-être choisis au hasard, enfin, on peut avoir des... Et puis, la moitié, c'est une des choses qu'on avait préconisées, mais on peut aussi changer ça, de gens qui sont plutôt des gens connus et qui ont fait preuve de leur engagement pour le long terme. Mais ils ne sont pas nécessairement eux-mêmes des scientifiques. Mais en tout cas, ils sont très au courant de ce que les sciences nous disent.
Ce sont des gens engagés, donc qui font la médiation entre des connaissances et des initiatives dans la société civile et politique. Donc c'était ça vraiment l'idée. Alors, sous une forme un peu plus élaborée qui est parue en 2017, avec des collègues français, mais on avait déjà avec eux fait un livre qui s'appelait Pour une sixième République écologique, c'était publié en 2011 chez Odile Jacob, et là c'est un petit livre publié au Lien qui libère, la démocratie du XXIe siècle, là, qui était très lié à la situation à l'époque où le gouvernement Macron avait proposé une modification du CESE, et dans cette modification du CESE, il aurait été possible d'en faire, parce que dans sa composition actuelle, c'est pas possible, en faire plutôt une chambre du futur. Mais bon, voilà, alors on était parti de ça, on avait proposé des aménagements par rapport à ça, et on avait imaginé que cette chambre ait 4 fonctions. La première fonction, elle pouvait suivre dans les, comment dire, en commission des lois, la gestation des lois. Et effectivement, avant même que la loi ne soit bien sûr promulguée, la troisième chambre pouvait énoncer un avertissement. C'est tout. Ensuite, deuxième possibilité, c'est le fait de contraindre le Parlement, donc pas simplement l'Assemblée nationale, mais les deux chambres, de contraindre avant promulgation à redébattre d'une loi. Troisième possibilité, c'était une saisine du Conseil constitutionnel. Mais là, ça supposerait ce qui avait été en projet à un moment donné, c'est-à-dire qu'on change l'article 1 et qu'on introduise dans l'article 1 le temps long, les limites planétaires, enfin, et moi je dirais surtout l'empreinte écologique. Hein. Voilà. Et donc là, effectivement, une saisine du Conseil constitutionnel aurait eu un poids très différemment. Et puis, quatrième fonction de cette troisième chambre, qui, je le répète, vous le voyez bien dans ce que je dis, elle n'a pas le pouvoir de statuer, comme on dit Montesquieu. Elle n'a pas le pouvoir d'engendrer la loi. Elle est un organe d'alerte et d'initiative autour. Ce qui supposerait qu'elle puisse s'appuyer aussi sur une société civile un peu mouvante. Hein. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'extinction-rébellion pour que ça marche, notre schéma. Et donc la quatrième fonction, eh bien, les représentants de cette chambre vont sur les territoires et ils cherchent toutes les... en plus, la France, comme d'autres pays, est très inventive là-dessus, toutes les expériences qu'on fait sur les territoires pour concevoir, par exemple, l'expérience 06 planète, où ils créent des villages, où ils se donnent l'objectif d'être à 06 planète, des expériences en agroécologie, etc., et proposer au Parlement soit des lois pour faciliter ces expériences, soit quand elles sont vraiment concluantes, des lois qui leur permettent de changer d'ordre de grandeur. Mais ça supposait une société civile très active, très vigilante. Parce que notre Parlement, il va toujours être tenté par le court terme. Quand on voit le programme de la NUPS, par exemple, c'était une relance keynésienne. Hein. Moi, je veux bien qu'on ait dit que c'était génial sur le plan de l'environnement. Non, moi, je ne trouve pas ça génial du tout. C'était absolument pas proportionné à la donne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et nos amis politiques, ils n'arriveront pas à se refaire. Ils seront toujours à chercher l'électeur, à lui promettre la lune. Voilà. Bon. Et donc, s'il n'y a pas un contre-pouvoir derrière, on a du mal. Alors, quelles seraient les priorités de ces troisième chambres? L'empreinte carbone? L'empreinte écologique, pas simplement l'empreinte carbone. Préciser. Oui, ça c'est très important. L'empreinte carbone, on prend n'importe quel bien, n'importe quel service, et puis on calcule quelles sont les émissions qui le rendent possible, les émissions carbone. Et donc on ne regarde que le carbone. Si vous ne regardez que le carbone, par exemple, vous avez l'idée d'émissions négatives, vous avez l'idée que, ah oui, d'accord, on va produire le gros de l'électricité par de la biomasse, on va capter à la sortie des centrales thermiques le CO2, on va le liquéfier ou le solidifier, puis on va le stocker de manière géologique. OK, alors ça, c'est déjà un tiers de l'électricité qu'on produirait, et puis ce serait une catastrophe pour la biodiversité, parce qu'on aurait des surfaces immenses dévolues à la production énergétique et pas à la production alimentaire, alors qu'on va avoir des problèmes de production alimentaire dans la décennie très probablement. C'est peut-être même en cours avec, en plus, l'Ukraine. Mais bon, donc... si vous voulez, c'était ça l'idée. Alors, empreinte écologique, c'est plus large. C'est le vivant. On a rappelé tout à l'heure que le vivant s'effondrait autour de nous. Ça peut être les impacts vivants et carbone des ressources. Enfin, voilà, on prend en compte vraiment la généralité de l'impact d'un bien, d'un service, etc. Et c'est ça l'idée. Il faudrait introduire ça dans l'article 1, de telle sorte que le législateur il soit vigilant avec cette chambre qui le contraindrait, qui lui rappellerait, et au pire,
réfléchir, qui saisirait le Conseil constitutionnel au cas où ça ne marchait pas. Bon, alors c'est un dispositif fragile, compliqué. Est-ce que ça marcherait? Ben, il faudrait le mettre en place pour vraiment le savoir. Pour moi, ça serait une étape dans la réforme de nos institutions. Mais ça serait une étape importante. Mais cette étape-là, sans une société civile très agissante et très informée, alors là, aujourd'hui, très informée, c'est un sacré problème, hein, ben, ça ne marchera pas. Mais puisque vous êtes la troisième chambre, monsieur troisième chambre, qu'est-ce qui vous distingue, par exemple, de quelqu'un comme monsieur Jancovici, Ah ben Jean-Marc qui Jancovici, est un ingénieur? qui est un ingénieur. Oui, alors lui déjà, il est focalisé carbone. Oui. Il est moins attentif aux aspects empreinte écologique de manière générale. On voit ça dans les projets du Shift. Alors, ils pensent, voilà, je sais qu'ils ont discuté entre eux, savoir s'ils allaient élargir. Après, c'est pas ses positions sur le nucléaire qui me gênent. La question nucléaire est une question très complexe. Oui. Là, bah, justement, avec un autre ami, un très bon spécialiste, on va sortir un livre audio, puis ça se renommera un livre au PUF. Ben non, c'est Jean-Paul Bouze. Quand on regarde, si vous voulez, les gens ont une fausse idée de l'énergie. Ils vont voir le nucléaire d'un côté, puis en face, ils mettent des éoliennes et des panneaux solaires. Ben non, alors déjà, les éoliennes et les panneaux solaires, l'impact pour les fabriquer, et avec ce qu'on appelle la transition énergétique, on va probablement multiplier par 7 les extractions minières. Et donc, un système énergétique, c'est très complexe. Il faut, si vous voulez, il faut que l'électricité qu'on produit soit pilotable, parce qu'il faut qu'elle réponde en permanence, qu'elle s'adapte en permanence à la variation, que l'offre s'adapte en permanence à la variation de la demande. Alors, dans les centrales classiques, il y a une espèce d'inertie qui fait que ça, une espèce comme si une espèce de volant qui tourne moins vite et puis qui fait, hop, il se met à tourner plus vite et ça s'adapte en permanence. Maintenant, il va falloir trouver un équivalent électronique à ça. Il faut pratiquement si on n'a pas, suivant la géographie, si vous n'avez pas un gros appui d'hydraulique, etc., ben, si tout doit être, si une grande partie doit être renouvelable, ça veut dire qu'il y a une grande partie par production de votre renouvelable que vous devez transformer en hydrogène, pour le retransformer en électricité, pour rendre le système pilotable, pour le rendre ajustable. Enfin, c'est une complexité industrielle gigantesque. Et donc, entre cette complexité industrielle-là et le nucléaire, je suis désolé, c'est une différence de degré, absolument pas une différence de nature. Donc, dans les deux cas, on a des systèmes qui sont hyper impactants, hein, vraiment hyper impactants. Et la seule réponse, c'est la sobriété énergétique. C'est pour réduire les impacts. Et donc, oui, moi, je vois pas de problème avec les scénarios de RTE où on garde une part de nucléaire qui peut être variable, hein. Il y a deux scénarios avec deux pourcentages qui sont différents. Je ne crois pas qu'on puisse échapper à ça. Il faut qu'on soit raisonnable là-dessus. Et surtout, on fait croire renouvelable cochon, alors que non, pour le produire de renouvelable, vous avez besoin de produits chimiques qui sont très dangereux et qui sont quasi éternels. Non, vous avez le choix. Alors, on peut toujours imaginer choisir du 100% renouvelable, ça ne serait pas impossible. Mais franchement, environnementalement, je ne vois pas ce que vous y gagnez. Mais qui dit institution, admettons que la troisième chambre en soit une, dit rapport entre les institutions. Alors, quels seraient les rapports de monsieur troisième chambre avec les Chez institutions, Madame, Sénat et Assemblée. avec Sénat et Assemblée et les institutions européennes? Bien sûr. Alors, déjà, premièrement, je l'ai rappelé tout à l'heure, la troisième chambre ne statue pas. Ce n'est pas elle qui vote les lois. Donc on reste dans une démocratie représentative, et très simplement, on ne peut pas échapper à la démocratie représentative, d'où le problème qu'on a avec l'abstention, etc. Pourquoi on ne peut pas échapper à la démocratie représentative? Voilà, on peut prendre le fantasme des Gilets jaunes, le RIC, hein, le référendum d'initiative citoyenne, d'accord, mais il y a 2000 décisions législatives au Parlement par an. Si l'ensemble de la société doit prendre ces 2000 décisions, moi-même qui suis suisse, je deviens fou. Non, on dort pas. Déjà parce qu'il faut tout apprendre, et puis en plus, il va falloir que j'ai 2000 votations par an. Non mais attendez, mais non, on arrête les conneries. En revanche, la démocratie représentative seule, elle marche pas bien. Il faut la compléter. Nous, nos dispositifs, c'est un complément. On peut la compléter avec d'autres choses. Alors, moi, je suis un partisan du RIC, si vous voulez, mais pas 2000 par an. Non. On va le faire pour les grands sujets. Par exemple, les retraites. Pour moi, les retraites, ça sera un référendum. Alors, quand on entame ça, il faut savoir que les Français vont faire des conneries. Et puis, petit à petit, ils vont apprendre.
ah punaise, j'ai décidé ça, waouh, qu'est-ce que j'étais con. Bah oui, bah, il va falloir qu'on ait 20 ans d'apprentissage. C'est pas un drame, hein. On en fera d'autres des conneries, hein, on en a fait déjà beaucoup. Donc, voilà, il faut la réponse, c'est de donner plus de pouvoir au peuple. Et on voit d'ailleurs dans le jeu ce qui s'est passé là ces derniers jours avec cette chambre où il n'y a plus aucune majorité. Bah, moi, je suis désolé, mais ça ne m'effraie pas. On revient à ce qu'a été le Parlement. C'est-à-dire des personnes dotées d'un cerveau, enfin on peut l'espérer, qui doivent apprendre, qui doivent travailler. Il faudra peut-être que certains députés se souviennent de ça. Puis ils doivent trouver des compromis entre eux. Moi qui viens de Suisse, aucun problème, hein. Tous les exécutifs sont collégiaux. Et vous y avez tous les partis. Même l'UDC, qui est le Front National des Suisses. Enfin, le Rassemblement National des Suisses. Donc, non, c'est ça une démocratie. Il faut qu'on réapprenne à faire ça. Il faut un re-empowerment du citoyen, ça c'est une évidence. Mais il faut arriver à associer tout ça. Et on va tâtonner, on va essayer. Là, il faut se dire, on rentre dans une période de réapprentissage démocratique. Il faut qu'on ait une espèce un peu, il faut qu'on redevienne comme des Grecs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on expérimente des constitutions, des institutions. On va peut-être faire ça pendant 30 ans, jusqu'au moment où on va trouver un équilibre. Et alors, on est dans la merde. Il faut bien s'en sortir. Et donc il faut expérimenter. Et la Commission européenne? Bah, ce qui serait... Alors déjà, premièrement... Parce que le cas du glyphosate, c'est pas glorieux. Non, c'est pas glorieux, mais c'est aussi, là-dessus, c'est aussi le Parlement européen, hein. Oui. On a un problème. Alors, c'est très compliqué parce que pour vraiment avoir un poids écologiquement, il faut être à l'échelle de l'Europe. Pour pouvoir vraiment faire changer les modes de vie, il faut être à l'échelle d'un continent. Ça ne va pas à l'échelle d'un pays. Donc, il faut qu'on reste dans l'Europe. Pour moi, c'est fondamental. Et l'Europe reste l'espace démocratique. Les États-Unis comme démocratie vont peut-être disparaître. Bon. Et donc, il faut qu'on reste dans cet espace-là. Mais effectivement, bah, oui, il va y avoir des tensions. Jusqu'alors, la Commission européenne était une commission d'une idéologie néolibérale absolument effrayante. Il n'y a que les Européens qui étaient comme ça. Les États-Unis n'ont jamais appliqué à la lettre les principes néolibéraux. Il n'y a que l'Europe qui l'a fait. Donc il faut qu'on parvienne à sortir de ça. Et ce n'est pas en menaçant sans cesse de sortir qu'on parvient. Il faudrait qu'il y ait une stratégie des parlementaires français, tous horizons. Et si on apprenait à décider, à être convergents sur certains points, c'est peut-être quelque chose qui serait possible. Et pour moi, en fait, pour dire les choses un peu sur le fond, si vous voulez, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est pourquoi on a réussi autrefois. Parce qu'à la fin du XIXe siècle, dans toutes les démocraties occidentales, on a su trouver un consensus. Il est devenu évident que... Vous voulez parler de la Troisième République, là? Oui, alors pour la France, oui, c'est la Troisième République, c'est les années 1880, c'est la construction du droit social, etc. Et donc on s'entend sur deux choses. On s'entend sur le fait qu'il faut maximiser la production de richesse. Les riches d'autrefois, ils sont foussés de maximiser la production de richesse, ce n'est pas leur problème, que les pauvres crèvent, c'est tout. Donc il faut maximiser la production de richesse, et puis évidemment, il faut la redistribuer. Ça, c'est le point de consensus de toutes les démocraties occidentales dès la fin du XIXe siècle. Et donc ça vous permet d'avoir une constitution. Parce qu'une constitution, vous soyez d'accord sur ce vers quoi vous allez. Oui, mais vous savez ce que dit Alain Supiot et bien d'autres sur ce point. Oui. Les démocraties occidentales, entre guillemets, ont fait cela, et surtout après 40, parce qu'il y avait la peur du communisme. Oui, ça a joué, mais ça s'est fait déjà avant la peur du communisme. Oui, bien sûr. Mais c'était aussi la peur ouvrière. La peur ouvrière. Et c'était la peur ouvrière. Elle était déjà là. Elle était bien déjà sûr. là. Mais on est totalement d'accord. Mais maintenant, on devrait avoir peur du climat. D'accord. Et de l'effondrement de la possibilité de vivre sur cette terre. C'est encore mieux, franchement, que la peur ouvrière. Et donc là, à l'époque, on était d'accord pour maximiser, mais à gauche, on disait il faut rationaliser la production. À droite, on disait entreprise privée. OK, il faut redistribuer. À gauche, on disait redistribution arithmétique, donc quasi égalitaire. À droite, on disait redistribution de la richesse géométrique, c'est-à-dire au prorata du mérite des uns et des autres. Donc on avait un objectif commun, mais on pouvait le décliner en s'opposant. On l'a plus. Là, pour moi, ce qui serait fondamental, c'est que la sobriété, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. L'écologie productive à la Macron, c'est une connerie. Aucun expert ne défend une idiotie pareille. Il n'y a que lui et les partis politiques qui défendent ça. Et à gauche aussi, quand vous faites de la relance keynésienne, c'est pas beaucoup mieux. Et donc, non, sobriété,
et réduction de l'écart entre les revenus. Ça doit être notre nouveau socle. Et à partir de là, il faut qu'on arrive à retrouver des différenciations. Mais on n'arrivera pas à avancer tant, c'est pour ça que je trouve intéressant ce qui se passe aujourd'hui, on n'arrivera pas à avancer tant qu'on n'est pas capable de refaire un consensus sur l'orientation générale de la société. Et là, par exemple, avec les questions d'immigration, on se parasite. Parce qu'en plus, ne pas prendre au sérieux ce que je dis, c'est avoir des flux migratoires de centaines de millions de personnes. Quand vous voyez la projection du scénario SPP3 2070 pour le GIEC, toute la partie tropicale des milliards d'habitants aujourd'hui est quasi inhabitable. Et toute la population est dans le nord. Donc, si vous êtes un rassemblement national un peu conséquent, c'est peut-être beaucoup leur demander, vous ne pouvez pas continuer vos conneries. Vous ne protégerez pas. On ne se protège pas contre des flux de centaines de millions de personnes. Et donc, là, on doit être capable, compte tenu de la donne qui nous échoit aujourd'hui, de retrouver ce sur quoi on peut être en consensus. Et sur la base de ce consensus, se rediviser, c'est la vie démocratique, elle est normale. Et ça, c'est un travail qu'on a à refaire. Et on ne le fait pas avec un jeu d'opposition droite-gauche classique. On ne le fait pas dans un parlement où vous avez une majorité écrasante. On ne le fait pas quand vous avez un type qui se prend pour Jupiter et qui croit qu'il peut décider tout seul. Tout ça, c'est hyper contre-productif. Néanmoins, ce que vous appelez la démocratie écologique a une ambition que certains pourraient juger démesurée. Les futures démocraties, donc je suppose écologiques, dites-vous, devront concilier les droits et devoirs de l'individu et l'impératif suprême de la survie de l'espèce. Ça on comprend, mais j'avais envie d'ajouter avec ironie, ça veut dire que il faut continuer à faire des enfants? Vous savez qu'il y a une enquête qui est parue d'une publication dépendante du Lancet, le 14 septembre dernier, où on a interviewé 10 000 jeunes de 10 pays, dont le Maroc, les Philippines, le Brésil, l'Inde, le Niger ou Nigeria, j'arrive jamais à retenir. Peu importe, mais donc des pays qui ne sont pas des pays anciennement industriels. Hein. Et donc là, effectivement, 3 jeunes sur 4, indépendamment de leur niveau d'études, au monde, premier affect mondial dans toute l'histoire de cette planète, premier affect humain mondial, 3 de ces jeunes sur 4 déclarent leur avenir effrayant. 39% s'interrogent sur le sens ou non à avoir des enfants. 56% s'interrogent sur la pérennité du genre humain sur Terre. Et c'est la jeunesse du monde, c'est pas les jeunes bobos de nos quartiers. OK ? Donc de toute façon, cette question-là, elle est montante. Et cette jeunesse, passez-moi l'expression, mais les boomers, elle n'en peut plus. Parce qu'elle sait qu'on va les faire crever. Ils ne se laisseront pas faire. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de penser aux institutions qui peuvent répondre à cette jeunesse. Et effectivement, pour certaines décisions, je n'exclurais pas que, on pondère le poids d'un vote en fonction de l'âge. Moi, j'ai 69 ans, j'aurai 69 ans prochainement. Je suis désolé, mais pour décider du futur, je pense que je dois avoir moins de poids que mes enfants. Pourquoi moi je ferais peser sur eux les fantasmes d'autrefois? Les décisions que je prends maintenant en termes de climat, c'est dans 20 ans, 30 ans que je vais les subir. Je serai mort. Oui, mais vous supposez que vous aviez ces fantasmes. J'ai envie de vous répondre à la André Gorz. Moi, j'ai pas de bagnole. Oui, mais moi non plus. On est deux, alors. On est deux. Non, mais bien sûr. Moi, je me suis tenu au courant de tout ça, donc Non, mais je vois très bien ce que vous voulez dire. Absolu, hein. Sur le fond, je pense que vous avez raison sur le fond, bien sûr. Et voilà. Donc, il faut réfléchir à toutes ces institutions, mais justement, contrairement à ce qu'on croit, et en France, on a une manière d'entendre la politique qui me désespère, avec une violence, des jugements à l'emporte-pièce, des insultes, de la bêtise, de l'agressivité. Le politicien français en général, je l'exècre. Pour construire une société, on doit avoir des points de consensus. C'est pas en insultant autrui qu'on peut le faire.
Et donc, pour moi, oui, ben voilà, on est bien obligé de tenir compte de la partie de la population qui vote Front National. Moi, je vois, c'est pas un problème qui est, alors, j'aurais aimé moins, mais ben voilà, là, on a un Parlement qui représente beaucoup plus que les parlements antérieurs. Et je pense qu'on peut arriver à trouver des points de consensus. Mais pour arriver à des points de consensus, il y a des blocages idéologiques qu'il faut savoir surmonter. On a parlé du nucléaire tout à l'heure, c'en est un. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait plein de nucléaire, hein, mais qu'au moins dans les décennies qui viennent, qu'il y ait une part pour faciliter le montage de ce système. Et puis, d'une certaine manière, faire décroître aussi son poids, c'est pas absurde. Et en fait, c'est la position du GIEC, par exemple, hein. Et ça commence à être la position de beaucoup d'experts. On ne voit pas comment on s'en sort autrement. Peut-être que plus tard, on pourra, j'en sais rien. Mais vu ce qui est disponible aujourd'hui, et il faut aller vite, non. Bon, voilà, ça c'est un point de blocage. Il faut qu'on arrive à trouver une façon beaucoup plus consensuelle d'intégrer les questions de l'immigration, etc. De toute façon, on aura des flux migratoires, c'est une nécessité. Le problème, moi, me semble être plus l'intégration, plus les normes en termes d'intégration qu'autre chose. Ceci, et terminons là-dessus, excède quand même ce que vous appelez démocratie écologique. C'est que Non, mais démocratie écologique, ça consiste c'est tout simplement continuer la veine démocratique, mais désormais avec une démocratie qui va devoir décider, enfin en partie, si vous voulez, de ce que la planète va devenir. Ce n'était pas le cas avant. Et là, c'est une question à laquelle on ne peut plus échapper. On est dedans. En fait, les événements qui se passent quand vous avez un cyclone, quand vous avez de la grêle avec des grêlons comme ça, quand vous avez une canicule, etc., ces phénomènes sont autant culturels que naturels. Pour une part, ils sont le fruit de nos comportements. Donc la démocratie écologique, elle doit s'emparer de ces questions, entrer dans le politique des questions qui n'y étaient pas auparavant. C'est ça la démocratie écologique.